Cette semaine, dans le balado, on vainque nos dépendances et on triche la mort. Bienvenue à Mentionné Balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Bedron. Salut Jeff! Salut. Impossible d'avoir une dépendance à la mort. Ben, en tout cas, pas sur soi. Non. Non, je sais, c'est deux choses, mais j'essaie toujours de combiner les différentes idées. Est-ce que fois. ça pourrait faire un seul film? Ben, quelqu'un qui est dépendant à tuer les autres, ce serait un tueur en série, finalement. Oui, tout à fait. Alors, c'est le retour d'une grande franchise. Ben, grande, mais c'est comme une franchise méconnue. Oui. On oublie que c'est une franchise. Mais culte quand même auprès d'une génération, j'ai l'impression que beaucoup de... Un peu la mienne, je pense. Ouais. Peut-être un petit peu plus jeune, peut-être, je sais pas. Ben, j'avais... on parle moi, je pense comme des 25, ben, j'avais 35. 14 ans quand le premier film est OK, sorti. ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'entre, je sais pas, 85 et 91, mettons, de naissance, pour fans de films d'horreur. Là. Fait que on s'en reparle en long et en large. Ben oui, alors... mais c'est quand même une courte... comment dire? De petites offrandes, une fin de semaine assez je pense que c'est vraiment... on discute un peu la semaine prochaine, on y reviendra, mais il y a Lilo et Stitch pour les familles et Mission Impossible pour les familles aussi. Mais ouais. plus vieux un peu, mais quand même, c'est pas un film pour adultes. Là. Et c'est le Memorial Day, fait que c'est une fin de semaine fériée aux États-Unis, tandis que nous, c'est cette fin de semaine-ci. Mais... fait que je pense que l'effet d'avoir les Thunderbolts au début du mois de mai a fait que plusieurs films ont voulu se placer plutôt après, puis pas être le week-end juste avant Mission Impossible. Fait que là, c'est sûr que un film d'horreur, c'est de la contre-programmation. C'est pas grave. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que le 9 puis le 16, au Québec, il y avait Fanny, mais aux États-Unis, c'était comme plus mollo. C'est comme des semaines qui ont été laissées pour compte de genre, Thunderbolt va être fort. Finalement, c'est plus Sinners qui surprend beaucoup. Mais c'est ça, fait que c'est un peu bizarre. Puis là, après ça, ça va se batailler pour 3 semaines en ligne, 3-4 semaines. Là. Ben, jusqu'au début juillet, à peu près à toutes les fins de semaine, il y a des grosses franchises et offrandes. Fait que, c'est comme un peu mon hot take là-dessus. Fait que, tu sais, Fanny va sûrement... j'espère bien profiter de ce deuxième week-end avec une journée fériée, des journées pédagogiques le vendredi, puis annonce du temps moyen et plutôt frais. Fait que je leur souhaite un deuxième bon week-end. Eux qui ont quand même, je sais pas si tu parles du box-office dans tes nouvelles, mais ils ont quand même fait un week-end de 155 000, je pense. C'est le meilleur démarrage de l'année pour un film québécois, je pense que j'ai vu. Ben oui, mais de l'année en même temps. Ben c'est sûr, ça fait 5 mois. Là, mais quand même. Mais on prend les records qu'on a, là. Tout le monde est gagnant. Exact. Mais tu sais, je suis pas j'ai plus de misère à estimer à faire des prédictions sur les films québécois, là, les entrées en centaines de milliers de dollars, mais puis j'ai pas reçu encore le rapport de la semaine. Fait que je sais pas si... Parce que c'est un film que il touche quand même... C'est un bon film québécois avec un bon casting, fait qu'il touche assez large, donc il va sur un public plus âgé qui consomme quand même son cinéma en semaine, en journée. Fait que ça se passe pas juste le week-end, contrairement à un gros film américain ou justement Destination Ultime ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça se peut qu'il ait quand même fini la semaine avec plus de 200 000 et tout au final. Fait que j'espère que si ça va bien, ils vont passer le 500 000 puis peut-être aller taquiner le million, mais c'est sûr que pour vraiment être certain qu'il fasse le million, il aurait fallu qu'il fasse un week-end... un 300 quelque un bon 250, plus le reste de ta semaine, tu finis la semaine à 400 000, puis là, ça devient possible. Puis surtout, Deux femmes en or s'en vient, fait que ça va recouper un peu, enlever une certaine... clientèle adulte, mettons. Là. Fait que ça leur donne comme 3 semaines pour essayer d'aller chercher ce genre de 500-600 000 là, puis après surfer pour encore quelques semaines. Là. Mais on va suivre ça parce que j'ai la mémoire courte, mais il n'y a pas eu de film québécois millionnaire jusqu'à présent. Non, c'est tranquille. Le printemps était très tranquille. L'autre printemps, c'est ça. Et même fin de l'hiver, là, c'était... L'année dernière, on avait le successeur qui avait étonné par son succès bouche-oreille. Donc, effectivement. Oui, parce que l'autre fois, on regardait ça, je comparais avec l'an dernier qu'à cette date-ci, début mai, on avait déjà fait comme 6-7 épisodes spéciaux là, avec entrevues et tout. Puis cette année, on en a très peu. Il y en a qu'on n'a pas fait parce que c'était des films vraiment plus nichés. Fait qu'on a laissé passer, mais des sorties plus larges... l'an dernier, on avait eu, même ça n'a pas fait 4 millions, mais chez les beaux-parents, c'est une grosse sortie pareil. Il y avait eu un Anémone, des trucs comme ça. Là.
Le film de Sophie tranquille. Nellis aussi. C'est vrai, ouais. Fait que là, il y a juste eu moins de production d'ampleur, mais ça a l'air de se placer. Cet été, c'est quand même des gros canons là, qui démarraient d'ailleurs avec Fanny. Ouais. Bref. Allons-y donc avec les actus de la semaine. Revenons sur la semaine dernière. OK. Ouais, Tu veux parler de Fanny comme je viens de faire. Oui, c'est ça. On va parler de Clown in a Cornfield. Juste parce que finalement, tu m'avais parlé un peu du réalisateur et tout ça, les autres films qu'il avait fait. As-tu écouté? Mais j'ai pas eu la chance encore. Parce qu'on écoute des Destinations Ultimes. Ouais, ben c'est ça, on y reviendra. Mais oui, on s'est lancé dans un marathon. Mais non, c'est sorti que le réalisateur Eli Craig est le fils de Sally Fields. OK. Qui est, la maman de Forrest Gump, pour certains. Je mélange souvent à Sally Field puis Sally Hawkins. Donc Sally Fields, vraiment une grande star des années 70 et 80. Là, fait que c'est de ces garçons quand même. Mais c'était-tu pas connu, tu sais, dans le sens que lui, il a déjà fait 2-3 films puis on ne savait pas ça du tout jusqu'à présent, ou c'est le genre, on s'intéresse pas tant à lui, fait qu'on avait oublié ça? Puis... Moi, on s'entend qu'il c'est pas une carrière de prestige avec les films qu'il a fait. Fait que, écoute, c'est peut-être connu Hollywood même, mais tu sais, je pense que dans les médias, je pense que c'est comme un peu sorti. D'autant plus qu'il ne partage pas son nom. C'est moins médiatisé que Osgood Perkins. C'est sûr, tout à fait. Donc, je trouvais ça quand même sympathique. Puis le film a quand même eu un bon petit succès pour le nombre d'écrans. Je pense 3-4 millions quand même. Puis, tu sais, on parlait un peu du budget, mais finalement, il a été tourné pour en bas d'1 million de dollars. Là, fait que, étonnant. Tu sais, ça paraît que c'est un petit budget. Ouais. Mais tu vois, j'aurais cru que c'était quand même, mettons, 6 millions. Non, fait que sachant ça, c'est encore, c'est ça, l'écran. L'argent est vraiment à l'écran. Ben, puis écoute, c'est le talk of the town. C'est pourquoi ils ont réussi, parce qu'ils sont venus tourner au Canada, où le taux de change est avantageux pour eux, tout coûte moins cher. Tout ce que, en ce moment, on a parlé un peu, mais c'est pas réglé, là, que le président américain veut cesser puis stopper, que tous les tournages se refassent aux États-Unis, ben oui, mais là, ces films-là, il va falloir qu'ils coûtent 4 millions peut-être, etc. Alors, on y viendra, les Destinations Ultimes aussi, c'est tous des films qui sont tournés au Canada. Tout à fait. Ben, c'est des films américains, production américaine, l'équipe débarque, mais on dirait que là où ça coûte moins cher puis c'est plus simple de tourner. On dirait que les films d'horreur viennent souvent tourner au Canada. Ben, je pense que c'est une question de budget, vraiment. C'est ça, probablement. Puis eux, ils doivent avoir une ligne très serrée pour la rentabilité de dire t'as 30 millions, pas une scène de plus. Fait que si tu veux te rendre au bout de tes idées puis avoir le moins de tes ambitions, ben si ça te coûte, je sais pas, 40-30% moins cher de venir ici, ben sauve là-dessus sur tes journées de tournage, surtout. Tu sais. Ouais. Sur les effets visuels en post-production. Donc, pour les amateurs de Jésus. Oui, les fans, je suis. Ben, on a confirmé que on sait que Mel Gibson travaille depuis longtemps sur sa fameuse suite The Passion of the Christ. Qui va s'appeler The Resurrection of Christ. Et là, il y a un distributeur confirmé. C'est Lionsgate qui a pris les droits. J'étais sûr que ça aurait été Angel Studio. Non, effectivement. Donc, Lionsgate. C'est quand même l'argent. Lionsgate en distribue pas mal de. Ouais. Je vais surveiller mes mots, là, mais de films un peu religieux. Ils n'ont eu le Next Christmas Pageant, puis des films de bons sentiments, puis de bonnes. Pas aussi intense que ça, mais de bonne chrétienté. Là, genre. Oui. Ils en ont une couple. Fait que, donc, sorti en avril 2026, évidemment, pour Pâques. Ouais, le tournage doit s'amorcer dans les prochaines semaines. Fait que, y a-tu l'audace de jouer Jésus ou c'est juste qu'il réalise, j'imagine? Il réalise. Ben, écoute, je pense que c'était Jim Caviezel qui avait... Mais ils vont-tu le ressortir? Ben, non, j'imagine que oui. J'imagine qu'il va reprendre... Après avoir joué justement dans l'autre film. Sound of Freedom. Exactement. Fait que, wow. Alors, on pourra voir si ça va être aussi intense que The Passion of the Christ. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un genre de phénomène que ça va pas marcher autant que le premier. Ah, moi non plus, je pense pas. Là. C'est drôle, pour faire un shout-out, il y a les cinémas RGFM, qui sont des cinémas, j'ai de la misère à situer, là, en périphérie de Montréal, à Joliette, à Saint-Hyacinthe et dans ce coin-là, Belleuil, je pense, je suis sûr. Fait que c'est un regroupement de cinéma là, d'une famille. Puis ils ont un podcast aussi, mais plus mensuel. Puis là, ils ont reçu une pas une personnalité, mais une personne du milieu du cinéma québécois qui vient de prendre sa retraite, Loredana Lombardo, qui était là depuis plusieurs années à la distribution chez les films VVS. Puis il faisait raconter des films qui t'ont marqué à distribuer. Puis avant, elle a travaillé pour Equinox Film qui sous-distribuait VVS avant qu'ils soient assez gros pour le faire eux-mêmes.
Puis c'est eux qui avaient distribué Passion of the Christ. Okay. Puis fait que c'est drôle que t'en parles au moment. Donc cette semaine, j'écoutais leur épisode, ça dure une demi-heure, très sympathique, là, si vous voulez en savoir un peu plus sur la distribution quand même. Mais c'est beaucoup son parcours à elle. Puis fait que Laurie, elle expliquait que c'est la première fois que, c'est devenu vraiment... Tu sais, ça a fait comme 260 millions là, aux États-Unis, puis ça n'avait pas coûté ce prix-là, puis tout. Fait que c'était vraiment une bombe, là, ce truc-là. Puis là, elle dit, on se faisait appeler par genre des prisons, des églises, tous des centres qui sont pas de la diffusion. Évidemment, pas le day and date, là, pas au jour de la sortie, tu le diffuses dans un sol d'église, mais à un moment donné, après 8-10 semaines d'affiches, quand tu peux commencer à jouer moins full screen et tout, ben là, OK, on va faire une projection dans une prison. Fait que là, c'est comme, ben, avez-vous la technologie pour le jouer? On fait quoi? C'est sûr qu'il y a comme 10, 12 ans, 15 ans, là. Fait que c'était pas encore il y avait complètement peut-être, on va mettre ça sur un ouais. Blu-ray, puis ça, on va le présenter sur un petit projecteur, puis des choses comme ça, là. Mais ouais, c'est quand même fascinant. Fait que ce film-là, pas juste pour comme, ça fait... Des fois, on dit ça, le film fait beaucoup d'argent. C'est sûr que Marvel, quand ils sortent un film, ils s'attendent à faire des centaines de millions de dollars, puis ils sont prêts à ça. Mais il y a d'autres films que c'est comme, c'est gros dans notre assiette soudainement. Là, on pensait pas que ce serait une grosse portion comme ça. Je me rappelais que c'était un peu la risée à Hollywood là, avant que ça sorte. Puis un film en araméen en plus, je dirais, c'était un projet fou quand même. Il faut saluer l'audace de Gibson là, quand même. Puis écoute, c'est devenu, viral. Tous les gens voulaient voir Jésus se faire flageller. Fait que j'ai l'impression que comme beaucoup de suites tardives comme ça, ben là, ça a tellement été gros que je pense pas que ça va être à cette hauteur-là. Ouais. Peut-être que ça va égaler, mais je pense pas que ça va être comme 1,4 milliard, puis tu sais... Remarque, les temps changent, on sent un conservatisme bien assumé aux États-Unis, affiché. Tu sais, The Chosen, ça sort, puis ça fait 15 millions à chaque week-end. Et ça va peut-être être plus accessible par cette partie-là du film, là, parce que quand même, Passion of the Christ est assez intense et violent. Là. Alors que là, si on parle de la résurrection, on va peut-être dans un autre message complètement différent d'espoir dans le pardon. On verra bien. C'est ça. Ben, c'est plus, mon point, c'est que j'ai l'impression que là, on va avoir des attentes que ça fasse comme 350 millions. Puis là, peut-être qu'au final, ça va faire 200, ce qui est à peu près l'équivalent, mais moins parce que tous les coûts de billets et ces affaires-là ont augmenté. Fait que je pense pas que ça va passer sous le radar puis flopper, mais peut-être que les attentes vont être trop grosses. Ça n'aura peut-être pas l'impact que l'original aura eu. C'est ça. Comme tout de suite, certains sont... Il y avait une curiosité sur aller voir le premier, mais plusieurs ont dû pas aimer ça, là. Moi, je l'ai jamais vu, en fait. Vraiment, mais... Non, moi, je trouve ça quand même intéressant, je dois avouer. C'était quand même un bon film. Parlons d'attente, justement. Donc, d'une autre franchise qui plus ça allait, plus les attentes étaient diminuées. The Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, on sait qu'il se prépare un nouveau film, The Hunt for Gollum, qui se passe après le pique-nique de Frodo et avant l'arrivée dans les mines de Moria. Commande... pendant les éléments du Seigneur des Anneaux. Ouais, le premier film, la Communauté de l'Anneau. Donc, juste le pique-nique, je me suis c'est le début du film, finalement, quand Frodo décide de quitter. Fait qu'un peu dans l'introduction, là, quasiment. Là, ouais, c'est ça, ouais. L'introduction de 45 minutes du premier film. Fait que ça va être probablement les sbires de Sauron qui vont être à la recherche de l'anneau que Gollum possède. On a confirmé la date de sortie. Alors, ça va être en 2029. Non, 2027. Fait que pour Noël, parce qu'on sait que tous les films ont été sortis pendant la période. Novembre-décembre. Fait que 17 décembre 2027. Film réalisé par Andy Serkis quand même, qui va évidemment jouer Gollum, va reprendre service, mais qui est derrière la caméra. Produit là, ça aide que ce soit du motion cap et tout, parce que c'est plus facile de le de-ager et tout. Parce que là, lui vieillit, puis là, on fait des prequels. Fait que ça marche pas très bien. Donc, à suivre, on va voir si ils vont être capables de raviver l'intérêt, parce qu'on sait que la trilogie de Bilbo d'Hobbit avait commencé fort, mais ça a été... je pense que ça va être vraiment... en tout cas... Tu sais, les premières semaines dans le temps des fêtes, je pense que ça va être vraiment fort. Après, est-ce qu'il va y avoir un assez engouement général pour que ça soit bon pendant si longtemps? Tu sais, un des exemples récents, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est Dune Part 2, qui au final a fait plus que le premier, mais beaucoup plus rapidement. Fait qu'il est parti plus fort, mais il est mort plus vite, parce que là, les gens étaient excités, fait qu'on s'est concentré rapidement. Il faut que tu vois ça, c'est là que ça se passe, tac, 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 tac. Puis après 6 semaines, ça clashait, tandis que l'autre a été plus un slow burn qu'on appelle, là, tranquillement, puis là, à un moment donné, ça s'est effrité, mais
pour plusieurs cinémas, en analysant les chiffres, c'était ça. Ils ont fait plus que le premier, mais il est resté moins longtemps à l'affiche. Puis à un moment donné, c'est juste mort. Fait que peut-être qu'il va y avoir plus cet effet-là. De là, on est prêt, on y va vite, mais rapidement, là, on a pressé le citron, ça intéresse plus le reste des gens. Que tout va dépendre si Legolas et Aragorn reviennent, parce que c'est un peu ça, je pense, qui avait fait attirer les foules, surtout les demoiselles, qui sont moins attirées par ce genre-là. J'imagine que s'ils mettent... Est-ce qu'ils vont les recaster? Parce que là, eux autres, sinon, t'es de-age tout, là, ton film coûte une fortune, puis on est toujours un petit peu déçus, ou si on trouve ça bizarre, puis là... Ouais, j'ai hâte de voir. Mais à cette époque-là, moi, je travaillais à la boutique Imaginaire de Québec, une boutique de passe-temps, tout ça. Et je dois dire qu'on en vendait des affiches de Legolas et d'Aragorn. Ah ouais, des posters. Maman achetait Aragorn, puis l'ado Legolas, là. C'était très drôle. Voilà. Aviez-vous des genres de dictionnaires elfiques ou des guides pour apprendre? Ah ouais. Dictionnaire elfique, oui. Mais c'était surtout l'anneau, évidemment. Écoute, on en vendait là, à la pelletée. J'imagine que tu avais plusieurs gammes, là, des copies d'anneaux à 20$, mais d'autres à 200$. Oui, puis tu avais vraiment en or. Là. Okay. Oui. C'était assez impressionnant. Puis vraiment, y en a-tu un qui avait vraiment les pouvoirs de l'anneau? Non, malheureusement. Vous l'aviez pas. Non, on n'avait pas réussi à l'avoir. Je pense que Peter Jackson l'a gardé pour lui-même. Dans la catégorie des Dominique Michel, que je dis je prends ma retraite, mais je reviens tout le temps. OK, j'ai reparti du bye-bye. Alex Garland, finalement. Il va faire un autre film? Il fait un autre film. Warfare 2? Non, pas du tout. Il change complètement de registre. Une rom-com? Non. Puis ça va être le film le plus coûteux d'A24. C'est une adaptation d'un jeu vidéo, Elden Ring. Me dit le nom me sonne une cloche. Un univers fantastique qui rappelle un peu Le Seigneur des Anneaux, ces affaires-là, qui a quand même été créé, ou en tout cas en collaboration avec J.R.R. Martin de Game of Thrones, quand même, qui est derrière ça. Sorti en 2022, on est rendu à 30 millions d'exemplaires vendus, là, fait que c'est quand même un grand phénomène. Donc Alex Garland planche sur l'adaptation, scénario et réalisation. Mais là, on parle d'un film de comme 100 millions de dollars. Probablement. Ça serait vraiment leur premier gros super production. Là. Parce que ça fait une couple de fois là, qu'ils viennent de le dire que là, c'est leur plus gros film, leur plus gros film. On a atteint des 40-50 millions en termes de budget. Fait que déjà, par la prémisse, c'est sûr qu'on est dans le 100 millions. Ouais, au moins 80, mais Fait que voilà. Fait qu'au fantastique. Le fantasy, Heroic Fantasy. Ouais, c'est ça. Ouais. Curieux de voir ça. Mais là, ça va être du 2029, certain. Ouais, tournage 2026, fait que peut-être un 28 peut-être, là, ou 27, tout dépend. Fait que là, ils vont les prendre Noël, 28. Là. Ouais, peut-être. Des fois, c'est des bons films de printemps aussi. Comme on avait vu, mars-avril, des fois, il y a un temps mort pour ça. Mais là, ça dépend où les autres films de Nintendo puis tout ça. On garoche des dates comme ça, mais à chaque fois, c'est comme ben oui. Mais ils vont peut-être vouloir s'éloigner de 27 avec justement Dawn for Gollum, c'est peut-être un peu trop. Ouais, puis genre pareil. Fait que peut-être 28 serait puis il va y avoir d'autres avatars aussi à un moment donné. Là. Avatar, c'est 29. Je suis allé voir par curiosité 24. Fait que c'est pour ça que 27, 28, t'as deux. Fait que c'est 26 Noël. puis 29 pour Avatar, OK. Ouais. Mais il n'y a pas un Star Wars qui va se glisser aussi? Starfighter? On n'a pas dit la date. Hein. C'est au mois de mai, oui. C'est l'été. Oui, c'est ça. Bon. C'était pour les 50 ans du premier Star Wars, mai 27. Sinon, on va terminer ça rapidement. De notre côté, où on a peut-être annoncé un des premiers gros films québécois de l'été 2026. Françoise. OK. Nouvelle production de K.O., donc de Louis Morissette. Mais là, ils ont comme 2-3 films en chantier. Ça y va, eux autres. Là. Ouais. Même Louis et tout. Là. Et toujours coproduit par Radio-Can, qui devient un peu leur financier par la bande. Ils en produisent plusieurs. Ouais, mais sont comme. C'est là, on en entend plus parler quand c'est eux parce qu'il y a eu des deals de Tout.tv et des affaires de même. C'est toujours distribué par les films Opal, sont copains avec Christian Larouche et tout. Mais ils ont vraiment de mèche K.O. et Radio-Can. Je veux dire, tout ce que K.O. produit. TV, c'est ça. Donc, comédie dramatique réalisée par Gabriel Bouliane-Tremblay. C'est au sens où il ne doit pas magasiner. Il ne doit pas aller voir Télé-Québec, Super Écran, puis là, ça doit être... Il prend l'ascenseur en haut, puis il arrive. D'accord, on le fait. Ouais, mais donc, il est une autrice trans, donc ça porte sur le sujet. C'est le sujet d'un scénariste. Ouais, donc François qui va être incarné par Louis Morissette, un scénariste d'une 50aine d'années,
qui traverse une crise personnelle et professionnelle, donc dépassé par les changements de la société et en panne d'inspiration. Il va, pour obtenir le financement de sa nouvelle série, il va prendre une décision audacieuse, mentir sur son identité et se faire passer pour une femme trans. Vous avez pensé un peu à Tootsie avec Dustin Hoffman. Puis évidemment, va rencontrer... Madame Doubtfire, c'était pas pour les mêmes raisons. Ouais, c'est ça. Là, Tootsie, c'est vraiment un comédien en plus. C'est vrai, ouais. Donc, il va rencontrer Sarah, qui va devenir consultante sur sa série, qui est une transgenre, et puis bon, va lui ouvrir ses horizons et tout ça. Écoute, j'ai hâte de voir la dynamique de tout ça. En écoutant, c'est sûr qu'il y en a plus des podcasts de sport, puis tout, écoutant Louis, je pense qu'il y a quand même une bonne ouverture à tout ça. Fait que je crois que c'est fait de bonne foi pour peut-être ouvrir les œillères d'une certaine tranche d'âge et tout. Mais est-ce que le public va être là pour un sujet comme ça? Ça, j'ai hâte de voir. Parce que là, c'est quand même rendu un sujet plus polarisant qu'il y a quelques années. Mais je crois que c'est un sujet de société dans l'air du temps. Fait qu'il faut le faire. T'auras pas de train qui passe si tu fais pas de voie ferrée. C'est certain. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu commences à en faire, puis qu'elles deviennent des grosses productions, puis plus populaires, puis avec des acteurs chouchous, puis tu vas, OK, c'est de même que on brise des tabous. T'sais. Moi, ce qui m'emballe le plus, c'est que ça va être réalisé par Jean-François Asselin. Qui C'est pas les Bougons, ça? Non, lui, Mercier, Jean-François Mercier. Non, Jean-François Mercier... Qui était le scénariste des Bougons. Ouais, OK, c'est ça, mais c'était pas le réalisateur. Ah non, mais il y a Jean-François Léger, il y a Jean-François Asselin, Jean-François Breton. Oui. Jean-François Leblanc, en tout cas. Mais Jean-François Asselin est connu surtout, il a fait beaucoup de télé, mais pour les plans B. C'est vraiment lui qui est à l'origine de ça, qui a réalisé et scénarisé toutes les 4 saisons, les différentes saisons, que moi j'adore, honnêtement. J'ai juste vu la première. Qui était avec Louis puis Magali Lépine-Blondeau. Mais honnêtement, continue. Il n'y a aucun lien entre les séries. Ouais, c'est ça. Mais c'est très fort. Chaque fois, c'est rempli d'inventivité. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire au cinéma. Donc, à découvrir sur les écrans en 2026. Bande-annonce très tranquille. Une nouvelle bande-annonce de Superman de James Gunn qui montre un petit peu plus sur l'histoire, où en fait, pas tant sur l'histoire, mais on nous présente un peu plus peut-être les méchants qu'on va voir, le dialogue entre Lois Lane et Clark Kent et tout. Donc, on comprend que Superman va polariser, un peu comme on l'avait fait dans Zack Snyder, où lui, il veut agir pour le bien de l'humanité, mais agit de façon des fois unilatérale sans consulter les gouvernements. Et ça peut créer peut-être. Imagine-toi donc aussi que le gouvernement américain n'aime pas ça. C'est ça. Décide à sa place qu'est-ce qui est bien ou mal. Puis, honnêtement, moi, j'étais assez neutre par rapport à ce film-là, mais cette bande-annonce-là m'a comme donné envie. Là. Okay. Parce qu'on a eu beaucoup des films de super-héros. Il y a une petite pause, mais en même temps, quand il y a la pause, Sony en sortait plein, puis là, c'est recommencé, puis il y en a d'autres. Fait que, on n'a pas tant le temps de s'ennuyer. Puis je suis comme, on dirait que c'est peut-être il y a aussi la direction photo, la coloration, le bleu, le rouge de son suit et tout. Je le trouve vraiment beau. C'est un ciel bleu, puis on dirait que c'est une dynamique différente. Puis, fait que je pense qu'il faut avoir un bon humour. Oui, il y a une confiance en James Gunn là-dedans, mais je deviens enthousiaste par rapport à ce film-là, alors qu'avant, j'étais très neutre. Surtout que je suis pas un enfant de Superman. Moi, je suis plus de Batman. Fait que, oui, c'est ça. Je suis très indifférent à ce personnage-là. Là. Toi, c'était un peu le désert. Superman, c'était la série télé, dans le fond, Smallville. Puis tu avais Lois and Clark, je pense. Ouais, ça, j'écoutais ça un petit peu quand j'étais jeune avec ma mère, mais c'était moyen limité. Fait que c'était plus la chimie entre justement Lois et Clark, puis c'était comme le problème de la semaine, là, mettons. Là, puis c'était beaucoup à chaque 2 épisodes. Ben là, t'es-tu Superman? Puis là, il fallait qu'il fasse une gamique pour dire, ben non, je suis ici. Puis, tu sais. Fait que, beaucoup de cabines de téléphone, puis ouvrir sa chemise, là, comme à chaque épisode, là, le classique. Bonne annonce pour... T'avais-tu autre chose pour Superman? Ça va? Nobody 2, Nobody 2. Moins que rien 2 avec Bob Odenkirk. Fait que ce genre de film qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait des suites, mais quand il y a un petit succès, surtout critique et populaire, parce que le premier était sorti en 2021, je pense, fait que c'était pas une très bonne année pour sortir des films au cinéma. Fait que je pense pas que c'est au box-office qui a sur les plateformes. Exactement. Puis, sauf qu'on a changé de réalisateur et c'est ça qui est très excitant. Parce qu'on va retrouver Bob Odenkirk, Connie Nielsen, puis Christopher Lloyd, puis une couple de monde. Sharon Stone, Colin Hanks, qu'on voit pas si souvent. Puis là, dans le fond, il va partir. Lui, c'était un espèce de classique, là, tir
tueur d'élite un peu à retraite et tout. Puis là, il va partir en vacances pour se reconnecter avec la famille, mais ils vont aller au pire endroit pour passer leurs vacances pour se retrouver mêlés dans des problèmes. Fait qu'il va falloir qu'ils pètent des gueules pour ça. Et bien, c'est Timo Tjahjanto, c'est un Indonésien, là, Tjahjanto, qui réalise le film. Et lui a fait des films super cool qui sont pas sortis au cinéma ici parce qu'ils ont souvent été achetés par un populaire service de streaming, dont The Night Comes For Us, qui était aussi un peu comédie, mais avec... j'ai oublié de noter, mais genre les comédiens qui étaient dans The Raid puis ces affaires-là, tous les gros débilos d'action puis d'arts martiaux qui pop aussi dans des John Wick puis ce genre de films là qui ont fait des incursions, je pense dans Mortal Kombat tous ces trucs là. Fait que bref, Timo, c'est un très bon réal d'action. Fait que puis ça, c'est une comédie d'action là, ça se veut assez léger, mais je pense que les scènes vont être bonnes. C'est produit ça par la gang de 87 North, donc la gang de John Wick puis de Bullet Train. Ouais, c'est ça là, dont leur nom m'échappe là, puis fait qu'on est dans cette famille là. C'est pas lié à l'univers John Wick comme Ballerina va l'être, mais c'est le même personnel léger, qui travaille sur ces films-là, dans la production et tout. Fait que 15 août, ça, donc des sorties plus sleeper souvent du mois d'août. Je pense pas qu'on vise 400 millions avec ce film-là, mais aller chercher un genre de fan, là, peut-être un petit peu comme on a vu avec ce qu'on a parlé la semaine dernière, Fight or Flight, mais plus avec le moyen de ses ambitions. Fait que voilà. Je pense que c'est ça. On va sûrement peut-être avoir un genre de trou. Puis, tu sais, je pense qu'il est sorti aussi le trailer du prochain Conjuring, Last Rites, qui sort début septembre. C'est sorti aussi cette semaine. D'après moi, c'est pas... On avait parlé la semaine dernière? Non, il est sorti cette semaine. Puis c'est sûr parce que le nouveau Destination Ultime, c'est un Warner Bros. Ça aussi, c'est un Warner Bros. Fait que souvent, ils sortent une bande-annonce pour mettre devant leur nouveau film et produire. Mais elle n'est pas sortie en français encore, juste en anglais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça, on va continuer cet univers-là. Fait qu'on va bientôt voir les bandes annonces, je pense, des films de novembre, de décembre, d'octobre. Avec les gros films d'été. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Bref, voilà. Fait que moi, je pensais que ça serait rapide. Finalement, on a beaucoup jasé. Puis c'est peut-être la section film qui va être moins longue cette semaine. Disons 2 sorties majeures. Allons-y avec probablement celle la plus attendue, qui est Final Destination Bloodlines de Zach Lipovski et Adam Stein. Exact. Destination Ultime, lien de sang au Québec. Alors, vous comprendrez que c'est lié aux générations, ce qui est un peu coquin parce que c'est une franchise qui a 25 ans, donc maintenant, le premier film était en 2000. On va suivre le personnage de Stéphanie qui a 18 ans puis qui se met depuis quelques mois à faire le même affreux cauchemar récurrent dans une tour où tout le monde meurt, etc. Puis elle pense que c'est peut-être lié à sa fameuse grand-mère qu'elle a jamais connue. Et oui, cette fameuse grand-mère avait eu cette prémonition, comme dans tous les films, puis a réussi à échapper à la mort, mais a compris que la mort les rattraperait, fait qu'elle s'est isolée et tout. Mais là, il a réussi à avoir des enfants, etc. Fait que là, peut-être que la mort est en train de vouloir rattraper l'espèce de trait de ligne de vie qui ne devait pas avoir lieu. Et donc, elle va tranquillement se ramener jusqu'à elle. Fait qu'arriveront-ils à échapper à la mort et à pouvoir justement décoder de comment on peut simuler notre mort, si on veut, pour que ça nous laisse tranquille. C'est un film qui reçoit de très bonnes critiques jusqu'à présent. Et c'est un peu notre étonnement. Là, c'est ça. Parce que c'est un 6e volet d'une franchise. D'habitude, ça s'épuise. Là. Et en plus, c'était pas des films qui étaient hyper cotés à la base. Non, contrairement à Scream ou d'autres trucs, c'était bien c'est sympathique, accueilli. Mais c'est pas culte, je pense. C'est ça. C'était pas des succès critiques. Donc, celui-là détonne complètement avec le reste. Ce qui est intéressant, c'est que il y avait une certaine envolée, c'est-à-dire que c'est 2000, 2003, 2006, 2009 et 2011. Fait que là, ça fait 14 ans qu'il n'y en a pas eu. Fait que clairement, ça battait de l'aile. Les films font en moyenne 50 millions aux États-Unis, puis les plus forts ont fait 185, sinon on était plus dans le 115 millions à peu près. J'ai quand même un drôle de chiffre. Le dernier était le plus faible, fait que c'est peut-être pour ça qu'il avait pris... il était le plus faible aux États-Unis, peut-être pour ça qu'il avait pris une petite pause. À ce jour, là, juste le box-office mondial des 5 premiers films est à 666 millions.
Mais tu vois, moi, j'ai noté 657, mais je l'ai pas calculé, j'ai lu ça quelque part. Fait que c'est quand même un jeu de 9 millions, je sais pas. Voilà. Fait que c'est pas une franchise aussi grosse que justement Conjuring que je viens de dire, qui sont dans des milliards et ces affaires-là, puis que chaque film fait 200 millions. Non, t'es dans la tête des Scream, I Know What You Did Last Summer, ces affaires-là. C'est ça. Mais ce qui est fascinant, le Scream rendu à 7 films, ils ont dépassé ça, là, mais dans les premiers, ça faisait quand même pas tant d'argent avant qu'ils recommencent là, avec le 5e. Genre. C'est que il joue avec l'imaginaire puis les pensées intrusives. C'est-à-dire que le fameux accident qu'il y a, vous avez peut-être même jamais vu ces films-là, mais vous vous en souvenez. Le premier, la prémonition, c'est l'avion qui explose en décollage. Le deuxième, c'est le truck avec des billots de bois qui tombent puis qui crée un carambolage puis tout le monde meurt. On est très fort sur les morts. Les montagnes russes. Les montagnes russes. Après ça, il y a un accident de course d'auto. Puis le 5e, c'est un pont qui s'effondre parce que t'es pogné dessus et tout. Fait que c'est des trucs quand il n'y a pas de tueur en série. Non, même la mort n'est pas représentée par quelqu'un. Non, c'est ça. C'est le vent puis tout. Là, ça, mais mieux fait que dans The Happening. C'est comme ça vient autour. Fait que ça crée toujours ce qu'on appelle des freak accidents, des accidents qui... Ça peut arriver, mais c'est quoi les chances? C'est ça. Fait que puis c'est un peu comment ça s'appelle ça? La machine de... Je sais pas quoi, là, mais tu sais, des machines simples là, qui s'enchaînent, là. Il n'y a peut-être plus une expression pour ça, peut-être que je suis mêlé, là, mais tu sais, la scène noire qui tombe, qui va toucher ça, qui va faire tomber un bucket à terre, qui va faire ça, puis là, ça fait que ça coupe le propane. C'est un jeu de domino qu'on voit. C'est ça, exactement. Fait que c'est très excitant à regarder ces affaires-là, parce que c'est comme, c'est ça qui va arriver, puis là, des fois, il te détourne, non, c'est l'autre truc. Fait on suit pas un tueur, mais on le sait qu'à chaque épisode, tout le monde meurt ou presque, puis ça finit toujours un petit peu funné. Mais ils ont ici vraiment bien réinventé ça. Ils sont sortis un peu de ce cliché-là de faire toujours la même recette. Là, le hamburger a été réinventé. Mais c'est encore un hamburger, mais il est différent. On a étoffé, on a garni un petit peu plus, avec vraiment une vraie histoire au cœur du récit, que j'ai beaucoup moins apprécié, honnêtement. Parce que là, il faut dire que nous, on s'est plongé dans le marathon. Oui. Parce que moi, j'avais jamais écouté des films, honnêtement. J'étais passé à côté de ça. Je l'explique pas pourquoi. Là. Pourtant, j'adore les films d'horreur. J'en avais vu beaucoup, mais... Mais ça visait très ado. Fait que si t'étais un petit peu plus vieux, tu te dis, ça doit être de la cochonnerie. Puis peut-être. Mais puis toi, je pense que t'avais peut-être vu J'avais vu les deux premiers. Puis étonnamment, là, j'ai réécouté les 5. Là, j'ai fini hier, mais il y a certains des films que je sais, j'avais pas vu, mais j'avais vu certains des kills, puis probablement sur ça, des Watch Mojo, puis des affaires comme ça, des meilleurs, puis des compilations. J'écoute pas ça si souvent, mais je sais pas, ça a donné de même. Là. Il y en a un qui c'est une fille qui se fait opérer au laser dans ses yeux, puis c'est un cliché, là, t'es comme... c'est une peur, c'est une phobie, tu sais. Ouais. Fait que les accidents, c'est pas... juste, je sais pas, quelqu'un qui fait un backflip en jet ski puis qui meurt parce que c'est comme... On fait pas ça dans la vie, tu sais, mais c'est... Tu te promènes, puis il y a quelque chose, un échafaud, un autobus qui déraille. Un barbecue qui explose. Ouais, c'est ça. Des accidents du quotidien, mais c'est comme, c'est quoi les chances? Tu piles ça, tu tombes sur l'autre, ça fait ça tombe, plaf. Là, Et moi, ce qui m'avait surpris, c'est de voir à quel point c'est assez graphique. Bon, plus ça va, plus ça devient un peu cartoonesque, là, on s'entend. Ben, là, tu veux dire dans le... Plus ça va dans la série. Là. Oui, c'est ça. Puis surtout qu'il y a un moment où il n'y avait pas le moyen de leurs ambitions. Là, quand les effets numériques commençaient, on va le faire. C'est ça, 2009-2011, c'est comme, on va le faire en numérique, mais c'était comme, mais il faudrait que ça vous coûte 200 millions, puis vous le faites pas. Fait que... C'est un petit peu plus laborieux. C'est ça. Puis avec c'est funny. Les premiers, je dirais plus à partir du deuxième, parce que le premier était moins graphique. Puis, je m'étais dit, est-ce que c'est à cause des films comme ça, Hostel et tout ça, on était dessus dans cette période-là, mais c'était un peu avant même. Oui, c'est ça, parce que Hostel, c'est du 2008 à peu près. Je pense 2005, puis ça est arrivé 2003. Okay. Mais Final Destination était sorti avant, le 2, fait que ça m'a étonné quand même... l'aspect graphique des meurtres. C'est de l'écran. C'est beaucoup d'écran. Beaucoup de bouillie. Si quelque chose te rentre dans le corps, là, mettons un objet contondant, il te transperce. Il fait pas juste rester planté dans ton torse, il va le défoncer. Genre. Fait que on voit aussi, moi,
Moi, je trouve que lui qui est le moins bon, c'est comme le 4e, 2009, là, il est très faible. Puis tu vois qu'il a été fait pour être en 3D, fait que cette époque-là, c'est vulgaire les plans pour que les choses te revolent au visage. Fait que c'est comme, c'est pas des beaux choix esthétiques, là. Ça remontait au 2011, puis là, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis ça a été une belle surprise pour Bloodline. Ouais. Puis là, on s'est tout clenché en rafale, mais je pense que même si ça fait très longtemps ou que vous n'avez jamais vu, il vit très bien de lui-même, il s'explique bien, c'est très frais, là. En plus d'être Rotten Tomatoes fresh, là, c'est le fun comme film d'horreur. C'est pas un film d'horreur qui fait peur, c'est un qui écœure juste un peu, mais pas trop comme un Hostel. Il n'est pas 18 ans et plus, sadisme. Là, non, comme je dis, vous allez rire. Quand il y a des kills, des trucs, des séquences, c'est ça. On le voit venir un peu, puis là, on va dire, écoute, ça va être drôle, puis effectivement, ça se passe. Puis, c'est ça. Les gens, ça doit être souffrant, mais on les voit pas souffrir. C'est assez immédiat. C'est tout le temps des têtes qui explosent, puis des affaires de même. Puis aussi rapidement, souvent, on essuie ses larmes puis on continue parce que je comprends qu'il y a aussi si mon ami est mort, là c'est à moi de mourir avec je veux pas. Là, on a pris le temps un petit peu plus. Il y a eu une funéraille. C'est ça là. On exprime un petit peu plus le. C'est de la famille, là, c'est quand même plus proche que quand c'est la blonde de ton ami. Effectivement, c'est ce qui était drôle dans les autres films. Fait que bref, belle surprise honnêtement. Final Destination Bloodlines. Faut dire que je pense que les gens créatifs derrière le film, ils sont pour beaucoup. C'est le premier film qu'on est allé chercher quand même des gros noms du genre. J'ai relevé qu'un des scénaristes, Guy Busick, travaille toujours avec Matt Bettinelli et Open et Tyler Gillette. Des Scream, entre autres, et Abigail récemment, l'année dernière. Donc, ça se voit. C'est un scénariste de métier pour le film d'horreur. John Watts, qui est aussi un des idéateurs de l'histoire, un des producteurs derrière la dernière trilogie des Spider-Man, entre autres. Fait quand même un nom qui a un certain pedigree. Ce qui est très drôle, les deux réalisateurs, Zach Lipovsky et Adam Stein, qui n'ont pas une grande feuille de route, là, je suis allé voir un petit peu, mais les deux ont été participants à une série, une télé-réalité sur le cinéma qui s'appelait On the Lot, que j'avais complètement oublié, qui date de l'été 2007, qui était produit par Spielberg, où des gens soumettaient des courts-métrages en ligne. Puis là, tu avais un jury qui décidait, là, qui accordait des notes et tout ça. Donc, les deux s'étaient démarqués à ce moment-là. Puis là, je ne sais pas comment leur association créative est venue. Peut-être suite à ça, ils se sont rencontrés. Mais bref, John Watts avait auditionné, il dit près de 200 réalisateurs quand même pour le film. Puis c'est eux qui se sont démarqués parce que dans leur pitch... c'est juste trop, là. C'est beaucoup quand même. Puis est-ce qu'il y en a 200? Mais en tout cas, bref. Mais tu sais, je pense que c'est allé chercher beaucoup dans les gens du cinéma indépendant, qui ont fait 2-3 films. Puis, en fait, c'est un peu aussi, il se souviendra de ton idée, mais c'est les films, à part le premier, c'est jamais des vedettes. C'est du monde pas connu. Là. Ce qui ajoute, ça leur coûte moins cher, mais ça ajoute au charme de... C'est pas Jenna Ortega qui va... ils peuvent tous mourir. Oui, c'est ça. Alors, à la fin de leur audition, dans le fond, ils avaient faké un accident. Puis là, ils mouraient pendant leur audition à la fin. Fait que ça a été comme winner. Je trouve que c'est très drôle quand même. Parce qu'ils étaient vraiment des fans finis de la franchise. C'est ça. Fait que très original. Je l'ai mentionné, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un film qui a été tourné à Vancouver aussi. Fait qu'ils font partie de la solution, toujours tourné au Canada. Tu m'as parlé du fun fact dans le 5e film. 5e, oui, c'est ça. Ils sont dans un autobus voyageur, puis sur le bord des fenêtres, c'était le sortie de secours, c'était écrit en français puis en anglais. C'est un autobus canadien. C'est quand même drôle. Aussi, des dérivés, je savais pas ça. Dès 2005, il y a une maison d'édition qui s'est mise à publier des romans inspirés de la franchise. Il y a eu 10 romans. Quand même. Puis ils ont fait amener aussi une petite ligne de comic book, là, juste une petite affaire de temps, là, qui devait être aussi assez graphique et tout. Puis, faut mentionner Tony Todd, qui est le seul acteur récurrent, dans le fond. Il est présent dans les 3 premiers films. C'est dans le 3e, il fait la voix des montagnes russes, mais on le voit pas physiquement. Des montagnes russes, c'est bizarre, là, mais une espèce de gros diable à l'entrée. Puis là, il apparaît dans le 5e, sauf que il est décédé, Tony Todd. Fait que c'est son chant du cygne. Et tu m'apprenais qu'il était décédé d'un cancer. Puis je pense que ça se savait déjà au moment du tournage parce qu'il fait un dialogue qui est un petit peu... physiquement, on le voit qui est diminué. Ouais, c'est ça. Il est rendu maigre et tout. Il est assis presque toute sa scène. Puis qu'avant il dit, entre autres, la mort, on contrôle pas vraiment ça.
même si on pense que profiter de la vie jusqu'au dernier moment, tu sais, puis là, il quitte, puis t'es comme, merci, puis le film lui est dédié. Ouais, c'est ça. Donc, et Tony Todd, si vous avez de la misère à replacer son visage, c'est le Candyman original, quand même, qui avait marqué une génération. Et en terminant, petit fun fact, soyez vigilants sur les routes de ce temps-ci. Je sais pas si tu as vu ça passer. Les grèves de camionneurs? Non. Dans les catégories promo géniales, là, oui, OK. Il y a un camion qui se promène en ce moment. C'est Warner Brothers Canada qui ont fait ça, en Ontario et au Québec seulement, sur les autoroutes. Un camion de bio de bois, marqué évidemment Final Destination et tout ça. Fait qu'il y a un code QR, fait que vous pouvez même acheter vos billets en scannant le truc, mais qui se promène jusqu'en fin de semaine. Là. Fait que là, je sais pas où exactement. Puis, mais ça fait quelques autour jours. De Montréal, là, s'il fait l'Ontario, puis tout, je sais pas s'il va descendre. Il y en a peut-être plusieurs. Je sais pas s'il y en a juste un ou quoi, mais bref. Mais il y avait eu des panneaux publicitaires aussi que c'est comme si les ouvriers qui sont en train de mettre le gros billboard ont eu un accident puis sont morts, ils ont laissé comme des pantins pognés dans leur cordage, puis ils sont très créatifs sur le justement. C'est pas, comme dit, on suit pas un tueur, on suit pas une gang comme Scream, c'est toujours les mêmes. Ou, c'est comme à chaque fois c'est du nouveau monde, ils vont échapper à la mort, puis la mort va inévitablement les rattraper. Fait que tout le monde peut mourir d'une manière saugrenue, là. Plus qu'un bête accident de travail, là, l'affaire de genre, voyons, c'est quoi les chances que... Fait que j'aimerais bien, moi, tomber sur le camion. Ça serait vraiment hot de voir ça. Fait que bravo quand même. Si vous êtes chez vous, là, des fois, il y a un petit fil de courant un peu dénudé, puis des choses comme ça. Là, laissez pas ça, niaisez pas avec ces affaires-là. Surtout la prochaine fois que... Vous regardez une deuxième fois à droite avant de traverser, puis faites « Hey, j'ai bien fait, si j'allais me faire défoncer par un vélo électrique, là. » Mais t'es comme, après ça, check tes affaires chez vous, t'étais peut-être censé mourir. Justement, en parlant d'être dans la positivité, des jours meilleurs de Elsa Bennett et Hippolyte Dard. Dard, sûrement, c'est français, hein. Valérie Bonneton, Sabrina Ouazani, des noms un peu moins connus, mais des visages connus si vous suivez le cinéma français, mais Michel Larocque et Clovis Cornillac en tuxedo canadien, à peu près tout le long du film, jeans et côtes de jeans. C'était même un peu perturbant. J'arrêtais pas d'y penser. Avec une chemise bleue en plus, fait quoi, c'est la totale. Je sais pas s'il y avait des bottes de cowboy là. À la suite d'un accident de voiture, Suzanne, donc jouée par Valérie Bonneton, va perdre la garde de ses enfants et elle doit se rendre dans un centre pour alcooliques, donc pour soigner sa dépendance à l'alcool. Mais ce qu'on comprend, comme toute bonne thérapie comme ça, il faut que tu veuilles pour que ça fonctionne. Elle va faire la rencontre d'autres pensionnaires. C'est un centre pour femmes, en fait, et qui ont tous un caractère bien fort et sont tous dans le déni d'avoir un problème d'alcool. Puis Denis, donc joué par Cornillac, qui est un éducateur qui va les aider puis les motiver à un travail d'équipe en les soudant pour aller faire le défi des roses, donc un rallye dans les dunes au Maroc, et que ça prend un travail d'équipe pour faire ça. Avec un tel synopsis, on pense qu'une grosse partie va se dérouler dans le dit rallye, mais c'est plus le dernier tiers du film. Et quand même, le premier 2 tiers, on est vraiment dans le centre à essayer de régler nos problèmes, mais aussi une forme de peut-être mission sociale du film, de justement d'avoir le discours et le point de vue de différentes femmes sur pourquoi elles sont rendues là, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, comment elles vont... Qu'est-ce qui va les motiver aussi à surpasser leurs problèmes et leurs dépendances. Un peu comme... j'ai oublié de noter leur nom, mais ça, je te disais, après le visionnement, Olivier Nakaché, puis j'ai oublié le nom de l'autre, là, qui avait fait Intouchable, puis un film récemment avec... on avait vu plus la lutte contre les moyens de pression contre la lutte des classes, puis il avait fait un film où il travaille avec des autistes, je pense, des choses comme ça. Fait que ce côté comédie dramatique, mais voici un pan de réalité qu'on traite moins souvent au cinéma. Trame sociale, en quelque part, mais avec de l'humour. Fait que c'est ce qu'il y a ici, très, très sympathique, de bons sentiments, un film très bienveillant et sincère dans ce qu'il est. Oui, très classique. Il y a beaucoup de trucs un peu placés, mais ça fait partie un peu des conventions de ce film-là. Mais comme tu dis, c'est bien porté par le trio de comédiennes qui sont vraiment mises à nu, parce que j'ai lu qu'ils avaient pratiquement jamais de maquillage. C'était complètement assumé. Puis,
un film très divertissant. Vous avez passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé la partie, justement, du rallye du désert. Je pense que j'en aurais pris un petit peu plus, mais en même temps, je pense que c'est peut-être ce qui donne un peu plus de puissance. Je pense que ça aurait été peut-être trop présent. On aurait un peu peut-être oublié leur parcours. Oui, puis cette partie-là de rédemption. Des fois, il y a des films comme ça que ça drop au troisième acte, malheureusement, l'attention de quoi, puis là, on est toujours dans le centre, puis des affaires. Fait que le fait de sortir, d'aller dans le centre, puis tout, ça fait que ça donne que le film creuse pas, il est toujours en ascension. Moi, gros coup de cœur pour Michel Larocque. Écoute, c'est une comédienne qui a un certain âge, j'imagine qu'elle est dans la soixantaine, je sais pas, enfin cinquantaine. Mais je l'ai pas connue à sa jeune époque. Je sais pas c'est quoi les gros hits qu'elle a fait. Moi, je l'ai vu beaucoup dans des comédies un petit peu théâtre d'été, là, burlesque avec Thierry Lhermitte, puis des affaires de même qui est pas du grand cinéma, mais que la France produit beaucoup de ce genre de comédies-là parce qu'ils ont un grand marché de francophonie, puis ça passe à la télé, puis etc. Puis c'est bien correct que ça existe, mais c'est pas des super films. Fait que là, elle joue... Oui, elle a quelques répliques comiques, mais elle joue vraiment plus dramatique. Et son personnage est intéressant parce qu'elle joue une vedette, j'allais dire hollywoodienne, mais une vedette du cinéma français qui a beaucoup de problèmes personnels, d'alcoolisme, fait qu'elle va se faire traiter là, mais elle veut pas tant être reconnue, mais à un moment donné, t'as pas le choix de parler avec les autres. C'est quoi ces gros... écoute, je suis allé voir beaucoup de films que je connais un peu leur réputation, mais que j'ai jamais vu. C'est comme dans les années 70-80? 90. 90, OK. Donc, Le mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte, je me rappelle que ça avait La crise de Colin Serrault aussi, Tango de Patrice Lecomte, Nelly Monsieur Arnaud de Claude Sautet, Pédale douce aussi. C'est tous des trucs, je sais qui... moi, je connais rien de ça. Moi, je travaillais dans un clip vidéo, fait que je me rappelais... Bon anglais mort du français avant 2000, là, où je connais pas bien. Moi non plus, j'en écoutais pas une tonne, mais je me rappelle très bien que ces films-là avaient un succès en location. Là, on les louait bien. Là. OK. Voilà. Écoute, on ne s'étendra pas plus que ça. Je pense qu'il y a un public tout à fait pour cette œuvre-là. J'espère qu'il va être au rendez-vous pour savourer ce film-là au cinéma pendant quelques semaines, là, avant que ça fasse place à... Moi, j'arrêtais pas de penser, honnêtement, à un remake américain, parce que je voyais Clovis me disait, s'il fait un remake américain, ça va être Chris Pines, c'est sûr. Ça dépend de l'ampleur du remake, mais peut-être, c'est ça. Puis, Fait que à chaque fois que je le voyais, je pensais à Chris Pines. Il était tôt le matin, que voulez-vous? Pourquoi ça arrive? Dans les autres sorties, il y a le mystérieux Hurry Up Tomorrow de Trey Edward Schultz. Trey Edward qui est connu pour des films, des sleepers un peu. It Comes at Night puis Waves, qui sont des films qui ont marqué un certain public, mais qui n'ont pas connu un succès très large. C'est surtout que ça met en scène Abel Tesfaye, donc The Weeknd, cet artiste international, mais d'origine canadienne, ontarienne, je pense. Oui, je pense que c'est Toronto, dans ce coin. Ouais. Et fait que là, lui, The Weeknd a sorti un album du même nom, Hurry Up Tomorrow, fin janvier 2025, donc il n'y a pas si longtemps. Puis en sortant l'album, il a dit qu'il allait avoir un film là-dessus qui est un genre de thriller mystérieux qui met aussi en vedette Jenna Ortega et Barry Keoghan, quand même deux vedettes chouchou et en ascension. Fait qu'il joue un peu lui-même, un musicien en proie à l'insomnie qui va se retrouver entraîné dans une odyssée très weird avec cet inconnu qui va commencer une espèce de... En fait, elle joue son ex qui l'a laissé et tout, puis il va croiser cette espèce d'inconnu qui va démêler son existence et tout. Fait qu'un film assez... un peu expérimental, l'ambiance, c'est ça, un mélange de genre, on est dans le drame, dans le suspense, un peu des codes d'horreur, tout ça sous fond de musical aussi, parce qu'il y a des performances intégrées au film. Je pense qu'il y a un penchant pour le Weird The Weeknd, honnêtement, parce que j'avais vu aussi sa série télé The Idol, qui avait vraiment divisé les gens. Puis on est un peu là-dedans, là. Et... tout à fait, c'est ça que je vois des premières critiques. Je pense qu'on adore ou on déteste. Puis il a annoncé aussi que sa carrière, elle serait plus comme ce qu'on connaît. Il n'a pas dit que ça serait la fin de sa carrière, il a juste annoncé que ça je sais pas, à partir de maintenant, ça serait différent. Je sais pas ce que ça implique. Peut-être qu'il veut changer un peu de style musical ou faire un genre de Beatles, puis de spectacle, puis juste plein d'albums, puis on sait pas, à découvrir, ou plus de cinéma. Mais à date, là où il joue beaucoup, il avait eu un petit rôle. Il jouait lui-même aussi dans
Uncut Gem des frères Safdie. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, le personnage de Adam Sandler va à un concert de The Weeknd et tout. Mais, ouais, puis il paraît pas si bien. Il me semble qu'il fait genre plein de coke, puis il parle beaucoup de drogue, puis tout. Fait que il est game de montrer tout ça. Fait que, je sais pas, à date, il joue juste dans ses projets que lui crée et met sur place et tout. Mais il y a un fanbase pour tout ça. Fait que ça prend l'affiche pas très large dans certains cinémas. Je pense qu'il existe une version sous-titrée en français, mais ça n'a pas été doublé, ce qui aurait pas été super intéressant non plus, je pense. Au Québec, le drame Le ventre de Bassima de Babek Aliassa. Bassima et Fouad sont un couple d'immigrants illégaux syriens qui vivent à Montréal. Ils essaient d'avoir leur citoyenneté, leur permis de travail. Ils sont dans des emplois précaires, souvent en contrebande, payés au noir et tout. Puis, à un moment donné, devant ce mur-là puis ces difficultés-là, elle va accepter, Bassima, une espèce de deal de devenir mère porteuse pour un couple aisé qui sont pas capables d'avoir d'enfants. Fait que c'est un drame. C'est pas une comédie dramatique, mais c'est une mise en scène très sobre et sensible sur cette forme de réalité méconnue de survivre dans, oui, une vie clandestine, mais parce que tu essaies d'être dans la légalité, mais que les processus pas financiers, mais ouais, bureaucratiques et tout sont juste très complexes, très longs, laborieux. T'as jamais la bonne affaire au bon moment, mais là, c'est quand même l'hiver, puis il faut que tu vives quelque part, puis etc. Fait que là, t'as un proprio qui accepte que tu payes au noir, donc il n'y a pas de bail, il n'y a pas rien, mais tu es à sa merci si ça fait plus son affaire et tout. Puis c'est un film qui se déroule en hiver, mais qui montre très bien ce côté hivernal, la dureté un peu d'un hiver de... Tu sais, il y a un hiver qui est beau quand, je reviens toujours sur Fanny, quand tu es dans le bas du fleuve, quand tu as des grands champs en estrie, des affaires comme ça, où c'est pas là qu'il y a le plus de neige, mais quand même, tu sais, il y a de quoi de beau à l'hiver. Mais l'hiver au centre-ville, comme on avait un peu dans le plongeur, puis ces affaires-là, ça a juste l'air fret puis c'est pas un hiver bucolique. Non, c'est ça, tu sais, puis de faire attention aux charrues, puis etc. Là. Fait que voilà pour Le ventre de Bassima à l'affiche aussi dans quelques cinémas au Québec. C'est tout pour cette semaine. De toute façon, on est correct. Là. Je pensais que ce serait très court, mais on a bien surfé sur l'intro et sur Final Destination, qui quand même rappelle un bon plaisir coupable. On l'assume, c'est très fun. C'est un très bon divertissement de cinéma. Et voilà. La semaine prochaine, par contre, je suis tout excité d'aller voir Mission Impossible, le bilan final de Final Reckoning. Que la finale sera à la hauteur de nos attentes. Il y a eu les premières officielle là, cette semaine. Fait que là, sur YouTube, c'est plein d'entrevues avec Tom Cruise qui parle. Tu sais, il veut pas, c'est un film que ça fait 7 ans là, qu'il tourne la première et la deuxième partie, donc Dead Reckoning puis Final Reckoning. C'est super compliqué. J'ai plein de fun facts qu'on discutera la semaine prochaine là-dessus. Et qui est un des films les plus coûteux du cinéma, si pas le plus coûteux. Il doit être rendu à 500 millions. Je pense que c'est à 400 millions. Sûrement que le prochain Avatar va le dépasser, mais jusqu'à maintenant. Mais Avatar, c'est un peu bizarre aussi parce qu'ils en font comme 4 en même temps. Ouais, c'est ça. Ils tournent... lequel coûte combien réellement. Là, Et la technologie est déjà quand même développée en bonne partie. Fait que j'ai l'impression que ça doit être moins coûteux de plus ça va, mais peut-être que je me trompe. Mais... on en discutera, c'est parce que c'est un film, c'est fascinant comment ils tournent ça. Ils écrivent le scénario, mais il est comme en réécriture, puis ils sont comme en permanent tournage parce qu'ils se préparent pour une cascade. Fait que là, c'est comme, mettons, en mars, on s'en va en Bolivie, je dis pays de même, on fait la cascade, fait que là, c'est 3 semaines. OK, bon, mais ça, c'est cané, mais ça, c'est une scène de 8 minutes dans ton film de 2h50. Fait que là, après, bon, là, on prend les acteurs, scène de bureau, on parle, puis là, OK, là, la prochaine grosse cascade, je m'entraîne 4 mois, puis je retrouve du financement, puis on va... Fait que... c'est fascinant, fait que voilà, on en parle plus la semaine prochaine. Pour les familles, nouveau film, justement, Lilo et Stitch, reprise en prise de vue réelle, évidemment, Stitch est en animation. On check ça la semaine prochaine. T'as-tu vu l'original, toi, 2002? C'était-tu l'âge d'écouter ça avec tes enfants? Écoute, ça aurait pu avec mon plus vieux, mais honnêtement, moi, je l'ai pas vu. Je pense que lui, il l'a peut-être vu avec des amis, des trucs de même. On en parlait il y a quelques jours. Lui était convaincu qu'on l'avait vu ensemble. Okay. Fait que je vais faire mon devoir d'écouter l'original juste pour pouvoir comparer. Puis là, il faut dire que nous, on est dans un marathon aussi, Mission Impossible, parce qu'on va faire un épisode spécial. Oui, il va sortir un peu plus tard, par contre, là, mais oui, là, je viens de finir les destinations ultimes. Fait que là, je vais me remettre dans les Missions Moi, j'ai Impossibles. les 3 premiers d'écouter, fait que j'écoutais là entre les deux. Ouais, okay. quand même. Fait que je m'y mets à fond de train.
Train qui est à peu près présent dans presque tous les films. Il y a un train. Ou à la course, plutôt. Ouais, voilà. Je vais à la course. Ouais, c'est ça, si vous voyez au centre-ville de Québec, quelqu'un qui fait un jogging avec son portable et qui écoute un film en même temps. Là. Non, j'ai écouté trop de Destination Ultime pour faire ce genre de folie-là. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Aussi, on a fait, j'y pense, je l'annonce, on a fait une entrevue avec l'équipe de Deux femmes en or, qui sort le 30 mai, mais on va mettre l'entrevue en ligne dans le début de la semaine prochaine. Il n'y a pas de spoiler comme tel. Je vous invite à l'écouter avant si vous voulez en apprendre plus, que ça vous motive à aller voir le film. Voilà, je mets ça en ligne dans les prochains jours. Et procurez-vous donc gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour consulter toutes nos récentes entrevues et pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais vous échappez à un accident mortel, ne serait-ce que de s'étouffer avec un popcorn, c'est le temps d'accomplir rapidement le plus d'items sur votre bucket list parce que le temps presse. Ouais, essayez pas de tromper la mort.